Bien, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, chers étudiants, c'est un honneur de vous accueillir ici à la Faculté de droit, d'économie et sciences sociales et d'offrir cette chaire à un conférencier parmi les plus avisés du sujet qui nous réunit cet après-midi. Monsieur le professeur Badi, permettez-moi de vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté de nous rejoindre pour nous offrir cette leçon inaugurale, usage dans les facultés de droit parisiennes comme de province, que nous avons voulu ici, cette année, à votre grand profit. Cette année universitaire a quelque chose de singulier. Vous le savez, c'est une offre de formation que nous vous proposons après des mois et des mois de travail. Vous n'avez pas vu vos professeurs pendant qu'ils faisaient cours, qu'ils lisaient vos mémoires, qu'ils répondaient à vos messages, qu'ils écoutaient vos revendications et qu'ils transmettaient les savoirs. Vous ne les avez pas vus travailler en plus à la réécriture complète de l'offre de formation de cette faculté. Donc des mois de travail, des professeurs de droit, d'économie et de géographie, parce que pour ceux qui ne sont pas avisés complètement, la faculté de géographie a ce site particulier qu'elle est associée à la faculté de droit dans cette composante, ce qui est l'occasion de créer des masters très intéressants, des doubles diplômes extrêmement riches, bien entendu. Alors, vos professeurs se sont appliqués à écrire une toute nouvelle offre de formation. Vous avez vu des nouvelles initiatives ont été proposées, des leçons de méthodologie ont été renforcées. Et il nous a semblé, si vous voulez, que c'était indispensable à l'heure de la révolution que représente l'IA générative, à l'heure également de la massification, de l'intrication des règles juridiques. Alors, non pas que, et je m'adresse plus volontiers aux juristes, que ces règles soient complexes par nature. Simplement, les relations humaines, celles entre les États du monde, se sont manifestement compliquées, à tout le moins sont-elles moins faciles à décrire, à saisir. C'est donc, en quelque sorte, par nécessité que les normes, pour la compréhension desquelles, la pratique desquelles, eh bien, on vous prépare, ont été sacrément compliquées. Et qu'il nous appartient de réinterroger qu'au terme de questionnement, celui d'aujourd'hui, celui qui est proposé dans les leçons que nous vous proposons, eh bien qu'au terme du questionnement, nos convictions soient renforcées quant à la pertinence des règles sous études, des relations sous études, ou bien au contraire qu'il faille les corriger à la marge ou bien complètement. Notre faculté accueille, je le disais, monsieur le professeur, 4000 étudiants sur 2 territoires, le territoire tourangeau, plus familier pour nous, mais aussi loir-et-chérien. Ça renseigne aussi ce qu'est un service public, ce qu'est une université. Ça renseigne sur les obligations qui sont les nôtres, aussi en termes d'aménagement du territoire et de formation, bien sûr, initiale et tout au long de la vie. Notre faculté est porteuse de formations classiques, disons, pour les avoir continuées, en droit, en économie, je le disais, en géographie. Mais cette faculté a construit des parcours originaux, à leur coût constant, ai-je promis. Nous verrons dans quelques mois, quelques années que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. 2 nouvelles licences professionnelles sont proposées en droit du numérique, en droit de l'action sociale, parce qu'il a fallu répondre à un besoin de formation rendu nécessaire du fait de la digitalisation tous azimuts des relations, des rapports entre les personnes physiques et les personnes morales, mais aussi du fait de la perte d'autonomie de beaucoup de nos concitoyens. Et donc le numérique, l'action sociale, et puis des formations, des licences professionnelles, parce que c'est ce service public également qui a la responsabilité, nous a-t-il semblé, de former tout au long de la vie celles et ceux travailleurs qui sont dans le besoin ou la recherche d'une nouvelle orientation. Et c'est un grand honneur pour nous de leur permettre de continuer leur chemin de travail et d'expression dans le travail. Et puis j'en viens à cette toute nouvelle licence bidisciplinaire intitulée Droit Sciences Po, seule double licence publique de province, qui répond à une demande de formation de nombreux étudiants et employeurs que cette faculté, que ses professeurs ont su écouter. Ceci pour signaler que l'offre de formation n'est pas écrite sur un bureau, une chaire, en complet décalage
avec le marché, avec le besoin de formation, avec les demandes des ministères, des établissements publics administratifs ou bien des entreprises de droit privé, mais en relation très étroite avec elles, ce qui explique le taux d'emploi de cette faculté qui frôle les 100% au sortir de nos formations de master dans le cas particulier. Alors je veux vous dire que des remerciements sont dus à tous les professeurs, bien entendu, qui ont œuvré. Je songe, dans le cas particulier, plus particulièrement aux professeurs de sciences politiques, car ça a été un travail considérable, des efforts très grands qu'il a fallu déployer pour convaincre nos tutelles, jusqu'au ministère, de l'impérieuse nécessité de créer une nouvelle double licence avec, comme vous l'imaginez, des coûts qu'il faut assumer. Nous l'avons fait, que les uns les autres puissiez être particulièrement remerciés. Nous avons voulu, par cette leçon inaugurale, après celle du professeur Rosan Vallon, donner à notre communauté facultaire, et puis à vous tous qui êtes présents, qui nous faites l'honneur d'avoir réservé du temps à cette leçon, nous avons voulu entendre une parole forte et autorisée sur un thème dont la résonance est particulièrement accentuée par l'actualité. Il s'agit aussi pour nous de rappeler que l'université, la faculté dans le cas particulier, est un lieu privilégié d'exposer des savoirs, de débats rigoureux, respectueux. Alors vous me direz, c'est une évidence. C'est une évidence pour beaucoup d'entre nous qui travaillons dans un cadre extrêmement policé, préservé. J'ai envie de vous dire que c'est une évidence et demie, car il faut toujours avoir à l'esprit ces derniers mois, en France, en province comme à Paris, eh bien des conférences académiques. Pas des tribunes, pas des conférences à la télévision, des conférences académiques ont été empêchées dans leur tenue par l'expression de quelques groupuscules extrémistes. Vous voyez que c'est quelque chose dont on profite, mais qui est fragile et qu'il faut entretenir. Mais voilà, j'ai été beaucoup trop long dans ces quelques mots introductifs. Je vais donc laisser à mon collègue le professeur Bartonnet, qui a l'initiative de cette très heureuse rencontre, eh bien de présenter notre intervenant. Merci, cher Kevin, pour tout. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Je profite de l'occasion et d'avoir le micro pour te remercier à nouveau, très, très sincèrement, pour tout le soutien dont tu as fait preuve dans cette longue trajectoire qui a amené jusqu'à aujourd'hui avec l'existence et la création de cette double licence droit sciences politiques qui est, comme tu le rappelais, une singularité dans le paysage national, mais qui donne beaucoup de satisfaction parmi les étudiants. Le nombre de candidatures qu'on a reçues en témoigne très largement. Donc merci à nouveau. Cher Bertrand Badi, chers collègues, merci beaucoup d'être parmi nous. On est évidemment très honorés de vous recevoir aujourd'hui dans nos murs, au sein de cette faculté de droit, d'économie et de sciences sociales pour cette conférence inaugurale de l'année académique 2024-2025. Le doyen rappelait à l'instant que cette initiative tirait profit aussi de l'existence donc de cette nouvelle formation. Et à cet égard, cette conférence inédite, et je pense, et sera extrêmement bien reçue par le jeune public qui est devant nous, qui pour la plupart, d'après les têtes que je reconnais, fait partie de cette double licence de droit sciences politiques. Et merci à eux d'être évidemment présents. Alors, avant de vous laisser la parole, comme il est d'usage dans ce type d'événement, permettez-moi de vous présenter, comme il a été convenu, de vous présenter à notre communauté et, comme le temps est évidemment restreint, vous excuserez les raccourcis, les omissions, qui n'ont autre objectif que de vous laisser le plus d'espace possible pour pouvoir apprendre sur les relations internationales à nos étudiants. Alors, je commencerai sans doute par indiquer que si on connaît aujourd'hui l'éminent spécialiste des relations internationales que vous êtes, on sait en revanche beaucoup moins que c'est par une thèse consacrée au Parti communiste français et à la grève que vous êtes d'une certaine façon entré en sciences politiques. Après des études à l'IEP de Paris, l'obtention d'une licence de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un diplôme à l'INALCO ainsi qu'un diplôme d'histoire, si je ne me trompe pas. Vous êtes devenu docteur en sciences politiques et êtes reçu quelques années plus tard à l'agrégation de sciences politiques en 1982. Vous occuperez plusieurs années durant un poste à l'université de Clermont avant de rejoindre Sciences Po en 1990, institution que vous ne quitterez plus. C'est à Sciences Po que vous avez formé de très nombreuses générations,
aux relations internationales à travers notamment un cours que certains d'entre vous dans la salle ont suivi, le cours d'espace mondial que vous avez eu l'occasion de donner pendant près de 20 ans à Sciences Po. Et c'est là également que vous avez formulé une pensée singulière au regard du mainstream anglo-saxon, rationaliste, positiviste, comme vous aimez bien le critiquer. Donc une pensée singulière de sociologie des relations internationales. Avant d'entreprendre ce virage internationaliste, à la suite, comme vous l'avez expliqué dans d'autres travaux, à la suite de la chute du mur de Berlin, vous avez travaillé au début de votre carrière en profondeur la question de l'État, de sa ou ses crises et de ses transformations. On retiendra bien sûr l'ouvrage que vous avez copublié avec Pierre Birnbaum, Sociologie de l'État, en 1979, L'État importé, essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique, La fin des territoires ou encore Un monde sans souveraineté, publié en 1999. A posteriori, quand on retrouve et qu'on re-regarde tous ces ouvrages, on voit déjà de formidables anticipations sur les principales variables d'analyse des transformations majeures du système international contemporain. Ces travaux de sociologie de l'État et de sociologie comparative ont indéniablement nourri la perspective que vous avez par la suite forgée pour comprendre les relations internationales. Sur ce terrain, vous avez été à nouveau pionnier, car c'est sous votre plume que très tôt, on voit apparaître des analyses qui, par exemple, touchent au phénomène de régionalisation du monde ou au réveil des Suds, ou à différentes formes de contestation de l'ordre international. J'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup du Sud global, des Suds globales, comme vraiment des expressions à la mode et des phénomènes contemporains. Ce sont des choses qu'on retrouve dans vos ouvrages il y a déjà bien longtemps, et des phénomènes que vous avez décrits très très tôt. Je parlais du Sud global, mais on pourrait également mentionner la désoccidentalisation du monde, par exemple. À un rythme vertigineux, d'en moyenne un livre tous les 2 ans, vous vous êtes attaché à analyser les pathologies du système international. Dans L'impuissance de la puissance, autre ouvrage publié en 2004, vous présentez une nouvelle forme de violence et de conflit. Dans La diplomatie de connivence, vous présentez les fondements d'un fonctionnement oligarchique du système international. Dans Les temps des humiliés, vous vous rendez compte de l'émergence des diplomaties anti-système face aux inégalités persistantes. Un trait commun de ces différents ouvrages est de fixer le regard, et je crois que c'est une des grandes forces de votre œuvre, de pointer le regard sur les points de rencontre mouvants et souvent conflictuels entre les sociétés et l'international. Et de ces idées ont découlé d'autres ouvrages, évidemment devenus classiques, Nous ne sommes plus seuls au monde et Quand le Sud réinvente le monde. Alors si le but n'est évidemment ici pas d'être exhaustif, j'ai eu l'occasion de citer plusieurs de vos ouvrages, il est l'objectif de bien rendre compte des raisons pour lesquelles on vous présente aujourd'hui comme l'un des spécialistes des relations internationales les plus influents des 30 dernières années. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont certains de vos collègues dans un numéro spécial d'une revue Études internationales consacrée à votre carrière, à vos travaux. Et notamment un qualificatif qui s'inscrit plus largement dans l'essor de ce qu'on qualifie une perspective badienne des relations internationales, comme on peut le retrouver dans un autre ouvrage, Le monde fragmenté, qui a été rédigé par plusieurs des doctorants, notamment, que vous avez eu l'occasion de diriger dans le courant de votre carrière. Donc tout au long de cette carrière, vous avez beaucoup écrit, mais vous avez surtout, je crois, c'est cela peut-être que je retiens, vous avez surtout été très passionné. Passionné, on le lit à travers tous vos ouvrages, on l'entend le plus souvent sur les ondes ou à la télévision, passionné par cette tâche ô combien nécessaire de rendre intelligible un monde en constante mutation et de plus en plus désordonné. C'est pour toutes ces raisons donc, qu'on aura un grand intérêt et un immense plaisir donc, à vous écouter aujourd'hui pour prononcer votre leçon intitulée « Faut-il construire de nouvelles relations internationales ?» Merci beaucoup et encore une fois, merci d'être venu jusqu'à nous. Bien, laissez-moi d'abord vous remercier, monsieur le doyen, père Kevin Partenay, mes chers collègues, et vous, étudiantes et étudiants, que je suis si heureux de rencontrer. Vous savez, à mon âge, quand on n'aime pas faire quelque chose, on trouve toujours une bonne raison pour ne pas venir. Eh bien,
à peine rentré de Chine, où j'étais encore hier matin, eh bien, je me suis précipité vers la gare Montparnasse, heureux de venir à votre rencontre. Et j'espère que, au-delà du petit discours que je vais vous infliger, les échanges que nous aurons nous permettront d'aller de l'avant dans cette réinvention de la discipline, parce que c'est bien de cela. C'est vrai que je n'ai pas commencé ma carrière académique avec les relations internationales, c'est même le temps 3 de ma vie académique, après, comme vous l'avez souligné, la sociologie politique et la politique comparée et la science de l'État. Je suis venu aux relations internationales parce que je n'étais pas content. Je suis très souvent mécontent et je pense que en recherche, il faut être mécontent parce que si on est heureux des matériaux dont on dispose, eh bien on ne progresse pas. Et contemplant les relations internationales, qui sont d'ailleurs assez fières d'elles-mêmes, j'ai eu 3 rages. Et c'est sur celle-ci que je voudrais commencer pour vous expliquer pourquoi, à mon sens, et je le dis avec beaucoup d'humilité et de modestie, il faut tout reconstruire en relations internationales. Quand je dis avec beaucoup d'humilité et de modestie, c'est tout simplement parce que c'est un travail qui n'est possible que si véritablement tout le monde s'y met, ce qui est peut-être pas vraiment le cas aujourd'hui. Alors vous êtes probablement comme moi, mais quand on est jeune, on l'est un peu moins. Vous vous exposez à TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, etc. Et vous entendez d'étranges musiques, vous entendez d'étranges mots. Ce ne sont pas seulement des mots journalistiques, c'est, je crois, l'expression profonde de ce gel de la réflexion consacrée aux questions internationales. Ma première rage, c'est quand on me parle de chaos, de désordre, d'anarchie. Alors toutes les générations trouvent que ce qu'il y a devant eux est chaotique et ce qu'il y avait derrière eux était ordonné. Mais en relations internationales, c'est pire. C'est-à-dire, on fait de l'idée de désordre, paradoxalement, le fondement de la discipline. Et d'ailleurs, la théorie réaliste dominante aime présenter les relations internationales comme étant une anarchie perpétuelle. Eh bien, mesdames et messieurs, je considère qu'il n'y a pas de désordre international. Et je commence déjà à vous provoquer. On parle de désordre quand on ne sait pas regarder dans la bonne direction. Et je pense que c'est là l'un des méfaits auxquels nous nous trouvons exposés et qui explique le peu de résultats de la recherche en relations internationales. On ne sait pas regarder dans la bonne direction. Traiter des relations internationales aujourd'hui, ce n'est pas avoir le regard figé sur le Quai d'Orsay, le département d'État ou le MIN. C'est regarder ces 8 milliards d'acteurs des relations internationales tels qu'ils agissent et qu'ils existent aujourd'hui. Et puis, à peine remis de cette grande colère, et épargnant encore quelques branches de l'exomile, je suis immédiatement pris par une deuxième rage. Cette façon que l'on a aujourd'hui de parler toujours de retour. Vous avez remarqué? Retour de la guerre, retour de l'État, retour de la nation, retour de la souveraineté. Je me rappelle ma pauvre mère qui chantait cette chanson « J'attendrai toujours ton retour ». Enfin, vous êtes trop jeune, peut-être votre arrière-grand-mère vous chantez. Mais si vous voulez, je peux vous la chanter. Et il faut savoir une chose qui appartient au cœur des sciences sociales. Là, c'est pas propre aux relations internationales. C'est que l'histoire n'offre que des allées simples et jamais des allers-retours. On n'est pas à la SNCF. Pourquoi? Eh bien, pour quelque chose qui est fondamental pour nous, internationaux. C'est que le contexte ne cesse de changer. Et la guerre aujourd'hui n'a rien à voir avec, pardon, c'est un peu fort, avec la guerre d'hier.
Mais c'est parce que je suis en colère. Et quand on nous parle de nouvelle guerre froide, moi je peux vous dire, il n'y a pas si longtemps, parce que j'étais déjà vivant, j'étais jeune, le contexte de la guerre froide et le contexte d'aujourd'hui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et donc avoir la paresse scientifique ou politique de dire ah bah voilà, c'est la deuxième ou troisième guerre froide, parce qu'à un moment on a parlé de 2 guerres froides, alors on serait dans la 3e guerre froide, est absurde. Dans un système dont je vous parlerai bientôt, marqué par une incroyable interdépendance entre les fonctions, les acteurs et les structures, l'idée de la guerre froide qui était marquée au contraire par la totale séparation n'est plus acceptable. Et il me reste presque plus de tranquillisant, et pourtant, je dois faire face à une 3e rage. Vous l'avez dit, cher Kevin Partenay, dans votre présentation, cette prétention positiviste et objectiviste des relations internationales, qui remonte à très loin, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui oublie tout simplement que derrière les relations internationales, il y a des êtres pensants, il y a des êtres souffrants, il y a des êtres aspirants, il y a aussi des êtres humiliés. Et il y a donc une masse de subjectivité dont on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie. Alors, tout ça, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, mais mes 3 rages ne sont pas hors sujet. Regardez, la première, le désordre. C'est le premier postulat de la théorie mainstream, c'est-à-dire les relations internationales, c'est l'anarchie permanente. C'est faux. Le deuxième, celui de l'aller-retour, c'est le 2e postulat de la théorie mainstream, la permanence et la récurrence des jeux internationaux. C'est faux. Et le 3e, je vous l'ai déjà dit, c'est cette présentation, cette, je dirais, auto-présentation objectiviste de la discipline des relations internationales, jusqu'à en oublier la subjectivité. L'homme qui a inventé les relations internationales comme discipline académique, universitaire, c'est un Américain, immigré aux États-Unis, allemand immigré aux États-Unis, Hans Morgenthau, qui a publié en 1948 son fameux livre Politics Among Nations. C'est quand même du culot. Politics Among Nations. Not economics among nations, not culture among nations, not societies among nations, non, rien de tout ça. Et puis, un ministre des Affaires étrangères français, que je ne nommerai pas, pour sa propre sécurité, était venu parler aux étudiants de mon master de relations internationales, et il avait commencé par une phrase, j'ai cru qu'il allait être défenestré par mes étudiants, parce que mes étudiants ont de bons réflexes, en disant, je ne vais pas imiter sa voix parce que vous allez trouver qui c'est, alors je me mets sur off, en disant laisser l'opinion publique s'occuper des affaires internationales, ce serait comme un chirurgien qui laisserait la famille du patient entrer dans la salle d'opération. À ce moment-là, 3/4 des étudiants sont tombés de leur chaise. Il a fallu interrompre la séance le temps qu'ils se relèvent. Bon. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et ce que je vous propose de mettre au cœur de la reconstruction, c'est l'être humain. C'est-à-dire, essayons de construire des relations internationales humaines et je dirais même humanistes. Alors, comment ça se fait tout ça? Parce que les relations internationales dans toutes les sciences sociales que vous enseignez dans votre noble faculté se caractérisent par l'exclusion la plus systématique et absolue de l'humain. Pourquoi? Alors, petit film d'histoire, on recule dans les siècles. Nous sommes en 1588. Et au sud de l'Angleterre vivait une jeune femme qui était enceinte. Et elle apprend, peut-être par la BBC, ou TF1, TF2, TF3, je ne sais pas quoi, que le roi Philippe d'Espagne est en train de monter une invincible armada qui va envahir l'Angleterre. Cette jeune femme
est terrorisée, est tellement terrorisée qu'elle va accoucher avant terme. Et le petit enfant qui va naître, vous le connaissez toutes et tous, il s'appelle Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, c'est le fondateur de la politique moderne, de la théorie politique moderne, et en particulier des relations internationales. Tout ce qui a été dit dans notre Europe moderne sur les relations internationales vient de Hobbes. Hobbes arrive sur Terre au 6e mois de la grossesse de sa mère. Et les psychanalystes nous disent, ça l'aura traumatisé toute sa vie. Oui. Et pauvre bébé, à peine avait-il 2 ans, deuxième choc, papa Hobbes quitte le foyer. Je ne sais pas ce qu'il devient. Il laisse tomber sa femme et son fils. Il se remet, il se rétablit, et à peine 30 ans après, apparaît en Europe la plus sanglante des guerres de l'époque moderne. Pour les historiens modernes, c'est avant contemporain, je vous le rappelle, qui est la guerre de 30 ans. Très sanglant. Et à peine se faisait-il à l'idée de cette guerre qu'apparaît un 4e traumatisme, qui est la guerre civile anglaise. Alors Hobbes, du coup, est bouleversé et obsédé. Il est obsédé. Tiens, c'est amusant, ça, je n'y avais pas pensé. Pourtant, je l'ai fait plusieurs fois, ce sketch. Il est obsédé par la sécurité. Darmanin avant la lettre. Ben oui. Et ce que je voudrais bien vous faire sentir et vous faire comprendre, c'est le grand tournant qui va se produire à ce moment-là. C'est-à-dire, Hobbes va casser Aristote. Aristote avait imposé difficilement une définition du politique qui était basée sur l'idée de coexistence. Le politique, c'est ce qui permet à des individus différents de vivre ensemble dans la même. C'est une très belle et très noble définition. Moi, j'aime beaucoup Aristote. Je voudrais l'inviter à faire la conférence inaugurale. Il faudrait qu'il se déplace difficilement. Enfin, et Hobbes dit non, la politique n'est pas faite pour assurer la coexistence entre les individus, elle est faite pour produire de la sécurité. Et comment? Vous savez tous ce qu'il en est. Vous avez tous lu le Léviathan, publié en 1651. L'individu abandonne une part de sa liberté entre les mains du souverain qui, en échange, assure sa protection. Ce qui veut dire que se trouve lié pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce qui va être la base de la théorie des relations internationales, le lien irréductible qu'il y a entre sécurité et souveraineté. Si tu veux de la sécurité, il faut que tu aies un souverain, et si le souverain veut être actif, eh bien, il faut qu'il produise de la sécurité. Imaginez que les souverains en question aient des problèmes entre eux et des différends. Comment ils vont faire? S'ils sont souverains, ils n'ont obéir à personne, et surtout pas à la loi commune, nous dit Hobbes, qui ne croit pas dans les vertus et même dans l'essence du droit international. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un différend et qu'il n'y a pas de conciliation possible? On se tape dessus, on se fait la guerre. Eh bien, mesdames et messieurs, à 15h33, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous apporter. L'histoire européenne, au moment de l'invention des États-nations, a construit la guerre comme fonctionnelle dans les relations. C'est ce que le très grand sociologue et historien états-unien Charles Tilly, il faut absolument que vous le connaissiez, lui, T-I-2-L-Y, appelle le war-making, state-making. C'est-à-dire que l'État a besoin de la guerre pour se construire, et la guerre a besoin de l'État pour s'accomplir. Le lien est intime, il est tellement fort que la paix n'existe pas. La paix, dans notre tradition, c'est la non-guerre. Et ceci est répété jusqu'à Raymond Aron.
la paix n'est que l'entre-deux-guerres. Alors, sur mes vieux jours, auxquels vous assistez en direct, et sentant venir le froid éternel, sauf dans ce temps-ci où il fait très chaud, donc c'est chaleureux, ça me revigore, eh bien, je me suis dit, il faut inverser tout ça, et c'est la raison pour laquelle vous trouverez dans les bonnes librairies, à partir du 2 octobre, mon livre « L'art de la paix », où j'explique qu'il est temps d'inverser cette équation maudite et de positiver la paix. Pour l'instant, on ne connaît que la guerre, et le système international ne peut fonctionner que par la guerre. Oui, mais attendez. Ce système international, nous sommes, comme vous l'avez constaté, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, et jusqu'au milieu du XVIIe, ce système international, il n'est pas international, il est interstato-national, c'est-à-dire il existe comme premier système entre États-nations, puisque on vient de construire les États-nations, mais il n'existe qu'en Europe. Ce système international n'était, à l'époque moderne, qu'un système régional. Le problème, c'est que peu à peu, par le gré ou par la force, mais plus par la force que par le gré, ce système international va s'universaliser. Alors, vers les Amériques, ça n'a pas été simple. Hein. Le premier réflexe des États-Unis, rappelez-vous, doctrine Monroe 1823, c'est de dire, bon, eux c'est eux, nous on joue ailleurs, et nous c'est nous. Et puis finalement, les États-Unis, je parle sous votre contrôle, l'ensemble du continent américain n'a pas eu de mal à se rallier et à cette conception européenne de l'État et à cette conception européenne du système international, parce que la culture était pratiquement la même. Les mêmes acteurs et finalement la même socialisation, la même religion. Ça va être une autre paire de manches quand il s'agira de l'Asie et de l'Afrique, on y reviendra dans un instant. Mais il se trouve que le système international officiel, c'est-à-dire le droit international tel que nous le connaissons, les institutions internationales, la diplomatie, les pratiques diplomatiques, tout ceci dérive de cette pensée officielle. Et c'est ce qui va aboutir à des auteurs, pour lesquels on reviendra, si vous voulez, dans la discussion, qui s'appellent Clausewitz, qui s'appelle Carl Schmitt. Alors Carl Schmitt, c'est très intéressant. Ce juriste philosophe allemand, était par ailleurs une canaille, hein. Carl Schmitt dit, c'est pas compliqué, où on est amis, où on est ennemis. Ça a beaucoup marqué. Les Européens trouvent que c'est pratique. Il y a une colonne d'amis et une colonne d'ennemis. Le problème, c'est que le système international aujourd'hui, tout le monde est en même temps ami et ennemi. Et ça, on n'y avait pas pensé. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et tout cela va jusqu'à l'invention de ce produit toxique qu'est la géopolitique, que nos amis géographes sont en train de balayer, fort heureusement. Je pense aux travaux de Jacques Lévy, je pense aux travaux de Haut-Tuatier, je pense aux travaux de bien d'autres encore, Grattalou, l'excellence des travaux de Grattalou sur le sujet. Mais l'idée qui dérive de Hobbes, c'est de dire, finalement, comme le dit Hobbes lui-même, les États sont entre eux des gladiateurs, donc comprendre les relations internationales, c'est comprendre les relations qu'il y a entre les gladiateurs qui sont disposés sur la scène internationale. Donc tout ceci débouche sur la géopolitique. En 1899, certain Émile Durkheim fait un compte-rendu de lecture assassin de l'ouvrage du grand théoricien de la géopolitique Ratzel en disant il a fumé sa moquette. D'ailleurs, ça ne colle pas du tout. Et alors, où est l'humain là-dedans? Où est la société là-dedans? Où sont les ressentiments là-dedans, etc., etc. Bon, j'y reviendrai. Mais il faut que vous compreniez, c'est que tout ceci va avoir un zénith. Et le zénith, c'est 1945. 1945, la puissance a montré son efficacité, les Alliés gagnent la guerre, et sa vertu, car ils n'ont pas gagné n'importe quelle guerre, mais ils ont écrasé le monstre nazi. Donc on était au pic de popularité hobbesienne. Et c'est la raison pour laquelle Morgenthau invente cette science politique académique à partir de l'idée de power politics. Attention, quand je vous dis quelque chose en anglais, c'est que c'est important. Et à travers
le succès d'année du power politics, c'est-à-dire le balance of power, ça les anglo-saxons adorent, dès qu'il y a balance, formidable, et c'est-à-dire le système international, c'est cet équilibre fragile et instable entre les puissances, et quand l'équilibre se dérègle, c'est la guerre, et puis ça c'est dans la culture des gens. Mesdames et messieurs, ça c'est fini. C'est fini. Tellement fini, je vais boire un coup. Rien de tout cela ne demeure aujourd'hui. Et cela pour 3 raisons. 3 grandes ruptures qui sont apparues depuis 1945 qui nous obligent à réviser toute notre théorie des relations internationales. Il n'y a pas une pierre qui reste debout. Et ces 3 ruptures, c'est la décolonisation, c'est la dépolarisation et c'est la mondialisation. Alors la décolonisation. Vous savez qu'en principe, on n'a pas le droit de parler de la décolonisation dans les universités. C'est considéré comme wokiste, islamo-gauchiste, c'est considéré comme étant blasphématoire, ni décolonisation, ni postcolonialisme, etc. On ne veut pas regarder ce phénomène en face. Et pourtant, c'est une rupture profonde. Pourquoi la décolonisation a complètement cassé les manuels de relations internationales? Pour 2 raisons. Et 2 raisons à 15h40, c'est très important. Oui, quand je vous donne l'heure, ça veut dire que c'est important. Première raison, la décolonisation a, pour la première fois depuis Adam et Ève, d'un certain temps, consacré la victoire du faible sur le fort. C'est une formidable inversion. La décolonisation, c'est la victoire du va-nu-pied sur des États institutionnalisés, rationnels, organisés, militarisés, dotés de power. Et ce phénomène va se retrouver même dans les guerres postcoloniales, terme qu'il ne faut surtout pas employer et que je prends le risque d'employer. Saviez-vous, mesdames et messieurs, que depuis 1945, les États-Unis, 37% des dépenses militaires mondiales, un budget qui avoisine maintenant les 1000 milliards de dollars par an, un budget militaire, que les États-Unis ont perdu toute leur guerre, sauf celle menée sous mandat des Nations Unies. Les États-Unis ont été battus au Vietnam, les États-Unis ont été battus à Saint-Domingue, les États-Unis ont été battus en Afghanistan, les États-Unis ont été battus en Somalie, les États-Unis ont été battus en Irak. Enfin, je suis un peu malhonnête. Ils ont quand même gagné une guerre, en 1983, contre l'île de Grenade, où ils ont quand même pu battre une armée de 89 hommes. Il faut le faire quand on est la superpuissance nucléaire avec un budget annuel de près de 1000 milliards de dollars en dépenses. Je ne plaiderai jamais devant vous la thèse décliniste. Il n'y a pas de déclin américain. Vous avez plein d'indicateurs qui sont là pour montrer que les États-Unis disposent encore des ressources de puissance. En revanche, il y a un déclin de la puissance. La puissance perd son efficacité. Et quand j'épinglais les États-Unis, je pourrais dire la même chose de l'URSS, battue en Afghanistan, de la Russie, battue en Ukraine, de la France, battue en Algérie et battue dans le Sahel, de la Grande-Bretagne, battue au Kenya. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, il y a un véritable séisme de la théorie des relations internationales qui montre que la puissance militaire et la puissance tout court, le power politics, ne sont plus la pierre angulaire, le facteur déterminant, et que se cache derrière un autre facteur que les officiants de la théorie dominante ne veulent jamais mettre en évidence, qui est l'énergie sociale. Inclure l'énergie sociale comme ressource des relations internationales, qui explique
que le FLN algérien ou le FNL vietnamien se soit révélé plus fort que les armées régulières qu'il y avait en face, ça, c'est un tournant dans la théorie des relations internationales. Au début de la guerre d'Indochine, on appelait en France la guerre d'Indochine, le général de Gaulle, pour qui j'ai par ailleurs un énorme respect, c'est pas le problème, disait « Nous ne perdrons pas, car nous sommes les plus puissants. » Ben oui, on était les plus puissants, on a quand même pris une claque à Dien Bien Phu. Je me rappelle, j'avais 4 ans. Dien Bien Phu, c'est comme si c'était hier. Comment est-ce possible? Bon. Et la deuxième conséquence de la décolonisation, c'est une autre chose que l'on pressent mais que l'on n'a jamais théorisée. C'est qu'avec la décolonisation, le système international est passé de l'homogénéité à l'hétérogénéité, de la monoculturalité à la multiculturalité. Le système international, depuis Westphalie 1648 ou Léviathan 1651, n'oubliez jamais que le Léviathan a été écrit pendant la paix de Westphalie, des négociations de la paix de Westphalie qui ont donné naissance à l'ordre politique européen. Eh bien, de 1648-1651 jusqu'à 1945, si vous voulez, le système international était monoculturel. C'est-à-dire unissait, ou réunissait plus exactement, des États de même culture, de même histoire, de même système de compréhension, de même religion, pratiquement. Et puis que ça, les rois, ils se mariaient entre eux. Si bien qu'aller regarder la galerie des portraits de Goya, ben, au bout d'un certain temps, les monarques européens, ils avaient des problèmes, disons. Eh bien, on est soudain passé à un autre monde, où là, les histoires n'étaient pas les mêmes, les systèmes de signification n'étaient pas les mêmes, les cultures n'étaient pas les mêmes, les économies n'étaient pas les mêmes, les structures politiques n'étaient pas les mêmes. Et on ne s'est jamais posé la question de savoir comment on allait pouvoir revigorer le vieux système westphalien sur une base pluriculturelle. Et là, c'est là, j'y reviendrai dans un petit instant, c'est là que le recours à la subjectivité devient un élément clé de l'explication. Deuxième grosse rupture, c'est la dépolarisation. D'ailleurs, la chute du mur, c'est-à-dire la fin de la bipolarité. D'ailleurs, la chute du mur en soi, c'est rien. 9 novembre 1989, des pierres sont tombées, on a joué de la musique, bien, mais il ne s'est rien passé. L'événement que vous devez connaître en tant qu'étudiant et étudiante de relations internationales, c'est le 2 décembre 1980. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 décembre 1980? Les réalistes vous diraient on a commémoré Austerlitz. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La vraie réponse, elle est ailleurs. C'est qu'en rade de La Valette, Malte, le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, et le président des États-Unis, George H. Bush, le père de George W. Bush, se sont rencontrés. Et sur un bateau qui tanguait pas mal, Gorbatchev a dit à Bush qu'il en est resté bouche bée. Ben, c'est de là que vient l'expression, vous savez. Ben oui. Il lui a dit l'URSS n'a plus aucun intérêt à la compétition avec l'Occident. C'est exactement le contraire de ce que dit Poutine aujourd'hui. Et alors, à ce moment-là, on a entendu un énorme bruit. C'était pas la houle. C'était Hobbes qui se retournait dans sa tombe. C'est-à-dire que, tout d'un coup, tout le postulat hobbesien tombait. Les relations internationales ne sont pas faites seulement de compétition. Et, rentrant dans sa cabine, Bush disait « 2 minus 1 is 1. We are in a unipolar world. » No, that's wrong. Parce que 2 moins 1, ça fait 1 en arithmétique, mais pas en relation internationale. En relation internationale, 2 moins 1, ça fait 0.
C'est-à-dire, un pôle ne peut pas exister sans un autre pôle. Et ça a été quelque chose d'énorme que l'on n'a pas voulu regarder en face. Alors bien sûr, George H. Bush, sur le moment, a dit, mais we have to build up a new world order. On en parlait beaucoup à l'époque, New World Order. Seulement 3 ans après, Bush quittait la Maison-Blanche, était battu, et était remplacé par William Clinton, qui ne s'intéressait pas beaucoup aux relations internationales, mais davantage à sa secrétaire. Et, ben oui, c'est ça aussi la politique. Hein. Et donc, Clinton avait délégué les dossiers internationaux entre les mains de sa secrétaire d'État, Madeleine Albright. Et Madeleine Albright, c'est l'enfant même de la guerre froide, si vous connaissez son histoire, hein, de Tchécoslovaquie, qu'elle avait dû fuir juste avant la Seconde Guerre mondiale, et très marquée par ce rideau de fer qui s'était constitué. Donc l'obsession de Madeleine Albright, c'est rien n'a changé. Et pourtant tout a changé. Et on a perdu, avec les dernières décennies du XXe siècle, la chance de construire un nouvel ordre international et la chance aussi d'être dispensé, d'être exempté de M. Poutine. M. Poutine a poussé sur cet échec, quelque sorte, et sur cette volonté militante de restaurer le power politics dont la Russie était privée et dont il se serait passé si on l'avait intégré dans un nouvel ordre international. Et puis enfin, vous avez une troisième rupture qui, là, n'est pas événementielle, mais systémique, qui est la mondialisation. Alors, je vais vous donner un petit truc, sans désobliger mes collègues, c'est que tous les profs, quand on a envie de coller une étudiante ou un étudiant, on lui demande de définir la mondialisation, et sortent de leur côté immédiatement en septembre. Ben oui. Et pour une raison bien simple, c'est que personne n'a jamais su définir la mondialisation. Dans la communauté scientifique, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est la mondialisation. On sait ce qu'elle n'est pas. La mondialisation n'est pas un phénomène économique, c'est un phénomène qui a été capté par les opérateurs économiques, mais c'est plus profond que ça. La mondialisation est liée aux transformations de la technologie, notamment la généralisation de la communication, et à travers la génération de la communication, l'effondrement de 2 paramètres essentiels du vieux monde, qui étaient l'espace et le temps. La révolution des communications a aboli l'espace. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'étais jeune, il y avait très peu de temps, eh bien, quand on voulait téléphoner à Bruxelles une fois, eh bien, il fallait d'abord poser une journée de congé. Puis on téléphonait à la dame des PTT. On lui demandait une ligne internationale. Et on attendait 3 heures jusqu'à ce qu'un gling nous indique qu'on avait l'international. Maintenant, vous êtes n'importe où dans le monde, avec ce truc-là, eh ben, communiquez immédiatement. Ce qui est une véritable révolution dans la relation internationale, parce que ça veut dire que l'espace, si structurant, géopolitique à nouveau, ne l'est plus aujourd'hui. Et si l'espace ne structure plus, ça veut dire que le temps aussi perd de sa perte. Et ceci nous amène à considérer que la mondialisation, d'abord, est irréversible. S'il y a un mot que je trouve ridicule, mais ça me fait du bien, parce que ça me fait rigoler, eh bien, ça c'est quelqu'un qui n'est pas content que je dise ça de la mondialisation. Bon. Eh bien, il y a un mot qui me fait bondir, c'est démondialisation. Vous avez déjà entendu ça, démondialisation. C'est extraordinaire. Je me dis que quand on a inventé la brouette, il y avait des gens qui devaient être pour la débrouettisation. C'est à peu près de ce niveau-là. Ça ne veut rien dire, la démondialisation. La démondialisation, ça voudrait dire supprimer Internet, supprimer les satellites, supprimer la communication immédiate. Ah, bon. Enfin, maintenant, je m'habitue, mais avant, ça me faisait mal hein, quand j'entendais. Bon. Alors, la mondialisation, c'est pas la définir, mais on en connaît les symptômes. Vous savez, c'est comme en médecine. Les maladies que vous n'arrivez pas à définir, bah, vous les
appréhender à travers leurs symptômes. Il y a 3 symptômes. Là, le consensus est à peu près acquis dans la mondialisation: l'inclusion, l'interdépendance, la mobilité. L'inclusion, ça veut dire quoi? Que pour la première fois depuis Adam et Ève, nous y revoilà, tous les peuples, tous les humains sont sur le même bateau. Sauf peut-être les Palestiniens. Tout le monde appartient au même système. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'un Centrafricain ou un Congolais dont le PIB par habitant et par an est de 600-650 $ coexiste sur la même scène avec un Luxembourgeois dont le PIB par habitant et par an est de 125 000 $. Ou un Qatari dont le PIB par habitant est de 110 000 $. Ça veut dire quoi? Alors, à 15h55, eh bien, ça veut dire que, avec la mondialisation et l'inclusion, les vertus inclusives, les enjeux sociaux deviennent plus déterminants de l'agenda international que les enjeux stratégiques. Et on est en train de reconstruire les relations internationales autour de l'idée que la scène mondiale est davantage déterminée par les séismes sociaux, par la tectonique des sociétés, que par les pétards de Kim Jong-un. Ça, c'est absolument fondamental. Et ça veut dire donc toute une conversion sociologique de la lecture de la vie, qui font que les facteurs sociaux deviennent les vrais facteurs déterminants des relations internationales. Vous ne pouvez pas comprendre la guerre du Sahel sans savoir que la désertification y augmente de 10 cm par heure. Vous ne pouvez pas comprendre les relations internationales sans savoir que la faim dans le monde, ça fait 10 millions de morts, là où le terrorisme en fait entre 10 000 et 40 000. Alors, c'est 10 000 et 40 000 de trop, je vous l'accorde, mais entre 10 millions et 10 000, vous voyez la différence. Vous ne pouvez pas comprendre la nouvelle conflictualité internationale sans la relier à l'insécurité économique, l'insécurité alimentaire, l'insécurité sanitaire, l'insécurité climatique. Tout un tas de paramètres que le politique non seulement ne comprend pas, mais surtout face auquel le canon est impuissant. Le canon, ça marche contre le canon, mais ça ne marche pas contre la désertification et ses effets belligènes. Et c'est pour ça que le faible gagne sur le fort et que le weakness politics est en train de remplacer le power politics. Bon, je me calme. Deuxièmement, interdépendance. Interdépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde, et figurez-vous réciproquement. Ce qui veut dire que le faible continue à dépendre du fort, mais ce qui veut dire désormais à 15h57 que le fort dépend du faible. Et ça, c'est une révolution profonde. Le fort dépend du faible sur le plan des matières premières, sur le plan des matières énergétiques, sur le plan de la démographie, sur le plan des grands équilibres économiques, sur le plan des instabilités institutionnelles. On est l'otage de l'instabilité institutionnelle que l'on observe par exemple en Afrique. Ce qu'on appelle les collapsing states. Alors, j'ai passé un coup de fil à monsieur de la Palisse, fini par l'avoir, et je lui ai dit, mais l'interdépendance, c'est pas le contraire de la souveraineté? Il me dit, oh, quelle formidable apalissade. Pas du tout. Là, on touche le fond du problème. C'est-à-dire que la marque souverainiste des relations internationales s'efface à tout jamais. Alors, vous comprenez, quand j'ai envie de rigoler, je passe le sketch sur la souveraineté alimentaire. Il faut que la France reconstruise sa souveraineté alimentaire. Alors, je ris, ça me fait du bien, je ne peux pas vous imaginer. Et j'imagine, en riant, où on plantera du cacao, où on plantera du café, où on plantera les bananes, où on plantera le caoutchouc, etc. Et aussi, pendant qu'on y est, où est-ce qu'on aura notre pétrole, souveraineté énergétique, etc. Alors, forêt de Fontainebleau, c'est pas mal. Hein, bon, je ne sais pas si vous avez des petits coins en Touraine, pourquoi pas également. Mais on est dans le rêve. Et dire que celui qui parle tant
notre souveraineté alimentaire et énergétique a été mon idée. Et enfin, troisième élément, troisième symptôme, la mobilité. Le système international des réalistes, c'était la fixité. N'oubliez jamais que État et statique, c'est la même racine. Alors qu'aujourd'hui, ce nouvel ordre, il n'existe que dans le mouvement. On ne sait pas intégrer le mouvement comme paramètre des relations internationales. Toute cette hystérie sur la migration, toutes les sottises qu'on entend sur la migration, pardon, je vais dire sottises qu'on entend sur les migrations. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre que ça y est, on y est déjà dans ce monde mobile. Et que s'entêter à retourner à l'effixité, ça envoie 50 000 êtres humains au fond de la Méditerranée, mais surtout, ça nous plonge dans l'irréalisme, dans les conditions de fonctionnement de notre monde tel qu'il est, où on a besoin de bouger. L'avenir est aux migrants. Alors on peut réprimer. Incroyable. Le sketch est pas mal, le vaudeville sur Premier ministre, gouvernement, etc. Pas mal, moi j'aime bien. Jusqu'à présent, j'aimais bien Un si grand soleil comme feuilleton. J'aime beaucoup. Ah si, moi j'aime beaucoup. Mais je trouve que le feuilleton sur le gouvernement est presque mieux. Les acteurs sont plus drôles. Je me marre. Et c'est extraordinaire de penser que le centre de gravité de ce gouvernement, c'est la lutte contre l'immigration. C'est absolument incroyable. Et on croit rêver. Et moi, partout où je vais à l'étranger, on me dit, dites donc, vous avez pas mal votre sketch de la rentrée. Bien, alors, quels sont, donnez encore 5 minutes, quels sont les débouchés? Où faut-il opérer? D'abord, il faut apprendre à socialiser les relations internationales. L'État n'est plus l'acteur unique des relations internationales. Tout le monde aujourd'hui est acteur des relations internationales. C'est-à-dire, nous assistons à une socialisation des relations internationales. Il faut la construire. Rôle de l'opinion publique. Regardez à quel point la révolte, la mobilisation dans les campus universitaires états-uniens a totalement pesé sur l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis, notamment face au conflit israélo-palestinien. Au moment où les chancelleries jouent la carte de la diplomatie de l'indifférence, c'est les jeunes qui réveillent les gouvernements sur l'urgence de trouver une solution. Quelle que soit cette solution, ça c'est l'importance des mouvements sociaux. L'importance, mesdames et messieurs, nouveau concept de relations internationales, de l'identification comme moteur des relations internationales. Comment chacune et chacun d'entre nous, nous nous identifions à des événements qui nous sont extérieurs. Autrefois, le temps de mon grand-père, l'imaginaire était local. Du temps de mon père, l'imaginaire était national. Du temps de ma fille, l'imaginaire, il est mondialisé. Cet imaginaire mondialisé fait que tous les acteurs sociaux sont de plein pied et de façon naturelle, sans effort, dans l'espace mondial. Rien n'est plus stupide que de parler de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Il n'est pas importé, ce n'est pas une machine-outil, ce n'est pas une voiture. Il est tout simplement objet d'identification. Et c'est ça sur quoi il faut travailler. Comment les opinions publiques arabes s'identifient ou ne s'identifient pas à la cause palestinienne? Comment la jeunesse universitaire s'identifie ou ne s'identifie pas à la cause palestinienne? Tiens, l'autre jour, j'étais avec ma femme. Samedi après-midi, on prenait un café, boulevard de Grenelle, 75-015, Paris. On voit passer un petit cortège de gilets jaunes. Petit, parce que maintenant ils sont petits les cortèges. Et au milieu de ce cortège, je vois une dame
il n'avait pas le look étranger, comme diraient certains, de porter un drapeau palestinien. Ah, quelle belle illustration de la nouvelle sociologie. Je me précipite, j'abandonne mon café, ma femme, ma monnaie. Je me jette sur cette dame. Je dis, madame, pourquoi vous avez un drapeau palestinien? Elle a cru que je l'agressais, elle m'a dit des choses désagréables. Je dis, non, je ne vous juge pas, madame, je voudrais comprendre. Et elle m'a sorti cette phrase que je reproduis en amphi tant elle est évocatrice. En hésitant un peu, elle me dit, bah, vous savez, on m'a dit que ces gens-là, eux aussi, ils sont comme nous, ils souffrent. Ah, cette espèce d'international de la souffrance, cette espèce d'identification du souffrant à la souffrance de l'autre, c'est l'une des clés de l'énigme des relations internationales. Il faut l'avoir en tête. Et vous pensez bien que dans ce cas-là, la médiation par les médias, justement, devient déterminante. Que M. Delafrousse, dans le jeu de France 2, parle ou ne parle pas de tel ou tel événement, et les émotions se mettront ou ne se mettront pas en marche. Et derrière cela, vous avez une foultitude d'acteurs sociaux qui se précipitent sur la scène internationale, des acteurs économiques, des ONG, des associations de toute nature. Cette appropriation sociale, elle avait été tentée un temps, pour la première fois, sous la Révolution française. Rappelez-vous le chant du départ. Les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain savant, tyran descendait, la République, etc. Mais ça, cette strophe, elle est incroyable. Maintenant, elle nous paraît banale. Mais à l'époque, c'était la première appropriation sociale de l'international, alors que le peuple, les sociétés restaient totalement en dehors du jeu international. Ils n'étaient même pas concernés. Le métier militaire était un métier noble, et puis après les autres, ils en souffraient à travers les razzias ou les épidémies, et c'est tout. Puis cette appropriation sociale a été immédiatement neutralisée par la montée de l'idéologie nationaliste qui a dit, bon d'accord, vous vous occupez d'affaires internationales, mais derrière l'État-nation. Maintenant, vous avez cette espèce de libération des dynamiques sociales face aux grands enjeux. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut que vous fassiez vos thèses. Pas sur la peste ou la je sais pas quoi, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Bon. Deuxième piste, la puissance est devenue impuissante et l'hégémonie n'est plus possible. Nous sommes dans un monde post-hégémonique. Regardez M. Blinken, qui est un homme compétent, métier de diplomate. Il effectue en ce moment, depuis le 7 octobre dernier, sa 10e tournée au Proche. 10e. Et qu'est-ce que la plus grande puissance du monde a obtenu, compris de son petit frère, de son allié fidèle israélien? Rien. C'est-à-dire que la logique de l'hégémonie se défait, se décompose, sous l'effet de la mondialisation et sous l'effet de ces énergies sociales. Donc il va falloir reconstruire avec la grande question, quel est le statut des puissants d'hier? Alors un homme réfléchi comme Barack Obama avait lancé des hypothèses. Il gardera l'hégémonie, mais à travers des light footprints, des empreintes discrètes, ou à travers le leadership from behind. On ne se montre pas. C'est une piste. Et c'est une piste qui a créé aussi des rétractions nationalistes, identitaristes, protectionnistes et souverainistes, incarnées par le trumpisme. Qu'est-ce que c'est que Trump? Trump, c'est l'expression de cette gêne de la société américaine face à une mondialisation. Ça, c'est un grand tournant, plein d'interrogations.
troisième élément, travailler sur la mutation de la sécurité. J'espère vous avoir montré qu'aujourd'hui, le principal enjeu sécuritaire n'est pas national, pas toujours un enjeu de sécurité nationale, mais le grand enjeu, il est global. Travailler sur la sécurité globale, c'est-à-dire cette sécurité que le PNUD, dans sa grande sagesse, avait décrite en 1994 dans son rapport sur la sécurité humaine. Le PNUD disant il y a 7 insécurités qui nous menacent. C'est insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité climatique, insécurité économique, insécurité individuelle, c'est-à-dire les droits humains, insécurité culturelle, c'est-à-dire le droit des minorités, insécurité. Alors il dit politique, j'aime pas ça, il faudrait dire institutionnel, c'est-à-dire le défaut d'institutions qui, comme je vous dis, génèrent de nouveaux enjeux. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour créer un monde de sécurité, ce n'est plus sur la base d'un intérêt national, mais sur la base d'un intérêt global. D'ailleurs, parenthèse, l'intérêt national, ça n'a jamais existé. Mais maintenant, non seulement il n'existe pas, mais ce n'est pas le marchepied pour la construction d'un monde. Le seul marchepied, c'est de concevoir la sécurité planétaire. Mais ça, c'est aller à l'encontre de la logique de l'État, qui est une logique partitive et transactionnelle, ce qui n'est plus possible. Quatrième recherche, la guerre a complètement changé de nature. La plupart, près des 3/4 des conflits aujourd'hui sont d'origine intra-étatique et non plus liés à la rivalité entre États. Conflit du Congo, conflit du Soudan, conflit du Yémen, et on pourrait ainsi continuer indéfiniment. Là, c'est vraiment long. Mais ça veut dire aussi que ce ne sont plus les armées qui deviennent les principaux acteurs, mais ce mélange plus ou moins structuré d'énergie sociale qui s'incarne dans des milices, dans des bandes armées, dans ce mixte entre action de combat et action de contrebande, et on pourrait, c'est-à-dire que la guerre devient un phénomène plus social qu'interétatique. Enfin, cinquième et dernier élément, reconstruire une science subjective. Quelles sont les bonnes questions? C'est pas quelle est la stratégie d'un tel. La bonne question, c'est en fait 3 questions. Première question, comment l'autre pense? Essayons de nous demander comment l'autre regarde l'international. Un Chinois, un Sud-Africain, un Indien, un Brésilien n'ont pas la même bibliothèque, n'ont pas les mêmes références. Faire l'effort de se demander ce que paix, guerre, nation, territoire, État, souveraineté veut dire dans les 4 coins du monde. Deuxième question. Se demander comment l'autre me conçoit, comment il se représente mon propre système de signification. Comment un Chinois me voit, comment un Burkinabé me voit. Et troisième question, comment l'autre imagine que je le vois. Et on oublie souvent que la réponse à cette question, c'est souvent, la plupart du temps, c'est « il me voit comme un être inférieur », c'est-à-dire « il m'humilie ». Et l'humiliation devient ainsi le moteur des mobilisations. Je suis passé à Ouagadougou quelques semaines après le passage d'un président d'un pays que je ne peux pas nommer, qui avait réuni des étudiants dans un amphi avec le président burkinabé de l'époque, M. Kaboré, et il faisait très chaud, un peu comme ici,
Et à un moment, le président Caboret avait besoin de je ne sais quoi, s'est levé. Et ce président a eu la maladresse de dire « Hey, il partit réparer la clim ». Et tous mes amis burkinabés, mes collègues burkinabés m'ont dit « Mais est-ce qu'il aurait dit ça ?» Et vous avez là la racine du mal, de la pathologie structurante du système international, l'humiliation. L'Europe a inventé le premier système international, mais elle s'est placée du coup tout en haut de l'échelle, considérant qu'elle avait tout à apprendre aux autres. Et cette verticalité, elle ne s'en défait pas. Il y a un autre président, c'est peut-être le même d'ailleurs, qui le lendemain de l'explosion dans le port de Beyrouth, 4 août 2020, prend l'avion pour Beyrouth et va expliquer aux Libanais ce qu'ils doivent faire. Et le cocasse, c'est qu'il leur dit, vous traînez à nommer un nouveau gouvernement, oui. Donc je vous donne 15 jours pour le faire. Vous imaginez nos amis libanais? Ben oui. C'est comme si M. Mikati, qui est président du Conseil libanais, débarquait en France en disant « Eh oh, ça va pas, la tête, vous allez me former un gouvernement d'ici 3 jours, sinon vous allez voir ce que vous allez voir. » Attendez, dans quel monde sommes-nous? Cette subjectivité-là, on nous la cache, et pourtant, elle est structurante de l'histoire et des relations internationales. Alors, voilà, vous êtes libérés, c'est terminé. Je pense que si on veut construire la paix, c'est le sens du livre que j'ai fait, que j'ai eu grand plaisir à produire, si on veut construire la paix, au lieu de partir de la guerre, il faut partir de l'être humain. Et il faut partir de ce que notre grand auteur national, Victor Hugo, appelle la sympathie des âmes. Je trouve que l'homme, vous savez, Victor Hugo, c'est l'homme le plus populaire hors du monde, hors de France. Et tout le monde me parle, moi, quand je vais aux 4 coins du monde, me parle de Jean Valjean. C'est assez extraordinaire. Et Totor disait, attention, les véritables relations internationales, c'est cette sympathie des âmes, ce que le grand philosophe Gadamer appelle la fusion des horizons. Ben voilà, c'est ça votre boulot. Faites fusionner les horizons et on aura enfin la paix. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Bertrand Badi, pour cette conférence absolument passionnante qui nous invite à avoir des yeux différents aussi sur le monde. On va ouvrir le débat. Maintenant, on va vous laisser en priorité la possibilité de poser des questions, étudiants, étudiantes, collègues également. Donc il y a 2 micros dans la salle. Mon collègue Sylvain Crépon sera de ce côté-là. Moi, je prends l'autre côté. Et on a 40 minutes de questions possibles, donc on a du temps. Alors annoncez-vous, levez la main. On va peut-être prendre, si vous êtes d'accord, Bertrand, 3 questions. Comme ça permet de couvrir plusieurs questions. Quand on prend plusieurs questions, l'ennui, c'est qu'on oublie la première. Hein, et puis, quelquefois, cyniquement, on fait semblant de l'oublier parce qu'on ne sait pas répondre. Hein. C'était plutôt pour cette stratégie-là que je pensais à 3 questions, à vrai dire. Mais non, mais comme vous voulez. On peut en prendre 2 déjà. Commencer, c'est très bien. Alors, main levée, oui. Alors, je vais vous demander, chers collègues, de vous présenter, bien sûr, pour donner une sorte de... Donc, Nathalie Duclos, donc professeure de sciences politiques. Je voudrais vous entendre sur la question donc de la guerre. Donc, vous avez rappelé le fait que, enfin, vous avez pointer le fait que la guerre est principalement d'origine intra-étatique, donc des guerres civiles plutôt que des guerres interétatiques. Mais aujourd'hui, il y a une thématique très très forte dans l'actualité française, mais pas seulement, même européenne, qui est celle de la guerre de haute intensité, qui semble
pointé le retour de la guerre entre les États. Donc je voudrais vous entendre là-dessus, nous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Alors normalement, la première question permet d'ouvrir un petit peu. Oui, ben, mais je vous laisse répondre peut-être le temps. Oui, oui, parce que c'est une question absolument essentielle et comme toujours avec les questions qui a la vertu de mettre le doigt sur ce que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit. Faut voir d'abord que nous vivons une époque dans laquelle il n'y a pas un système international, mais deux systèmes internationaux. Il y a le système international officiel, mais qui est en fait illusoire, et le système international réel, mais qui ne dispose d'aucune institutionnalisation. Je m'explique. Tous les princes de ce monde sont attachés au système ancien et font comme si celui-ci perdurait. Ce qui explique pourquoi on n'arrive pas à résoudre les grands problèmes. Parce que nos princes sont déjà dans un monde fini, mais ils agissent comme si ce monde n'était pas fini. Et effectivement, le penchant du prince, c'est de construire cet impossible retour. Et de ce point de vue-là, l'archaïsme princier contemporain est parfaitement incarné par Poutine. Poutine, cet homme qui croyait dans les vertus de la guerre classique, de la guerre du retour à la guerre de haute intensité, et qui croyait encore à la guerre de conquête. Seulement, si vous avez remarqué, depuis 1945, il n'y a pas de guerre de conquête qui aboutisse. Bon, la Turquie a pu prendre un morceau de Chypre Nord, des petits trucs comme ça, mais la guerre de conquête qui était à la base de l'action militaire je dirais politico-militaire de toute l'époque moderne et jusqu'à 1945 ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc, cette guerre qui semble entretenir l'illusion d'un retour aboutit à un échec. Justement, ce que je retiens de ce retour apparent de la guerre, qui n'est encore une fois pas un retour parce que le contexte a changé, c'est l'échec complet. Cette grande puissance militaire, la Russie est quand même la troisième puissance militaire au monde, hein, qui devait prendre Kiev en 3 jours. Et même les États-Unis, bien renseignés, étaient persuadés que Zelensky devait fuir Kiev et s'installer soit à l'ouest de l'Ukraine, soit carrément à l'ouest tout court, pour éviter cette invasion, cette conquête russe. Et ben, ça ne s'est pas produit. Et ça ne s'est pas produit peut-être parce que les puissances occidentales ont livré des armes, mais essentiellement du fait de la résilience sociale ukrainienne. Et cette résilience sociale ukrainienne, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau qui explique le non-retour. C'est plus la même chose. Et d'une façon générale, tout usage à haute intensité de l'instrument militaire aboutit au fiasco. Depuis le 7 octobre, M. Netanyahou s'entête à faire un usage du power politics, de la politique de puissance, qui n'aboutit strictement à rien. Alors maintenant, il en est à faire sauter les téléphones portables, comme si ça allait inverser cette logique d'énergie sociale dont je parlais tout à l'heure. Donc, le paradoxe, c'est que nous sommes, et vous avez raison, menacés par ces guerres de haute intensité et cet apparent retour des guerres de haute intensité, mais celles-ci échouent. Le danger, et qui montre à quel point il faut être prudent dans l'analyse des relations internationales, c'est que face à l'échec de la puissance, celui qui en fait usage ne trouve comme palliatif que l'escalade dans la puissance. C'est d'ailleurs le risque, par exemple, que Poutine accroisse ses bombardements, ce qu'il a fait d'ailleurs, et certains disent qu'il aille jusqu'à utiliser l'arme nucléaire, ce que personnellement je ne pense pas, mais pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec celles que j'ai exposées, qui est simplement que l'arme nucléaire elle est faite pour ne pas être utilisée. Cette doctrine n'a pas changé, mais toujours est-il que ce vieux monde qui existe dans les chancelleries n'aboutit pas. Et il est mis en échec par ce nouveau monde qui, lui, ne parvient pas à s'instituer.
Il y a des débuts d'institutionnalisation de ce nouveau monde, à travers notamment, il faut lui rendre hommage, l'essor du multilatéralisme social, comme disait le grand Kofi Annan, mais nous en sommes encore au bégaiement de cette nouvelle institutionnalisation. Pour faire une provocation de plus, ça doit être la 15e à peu près, je dirais que le malheur du multilatéralisme, c'est que celui qu'on a suivi pour l'inventer était l'ennemi du multilatéralisme, alors que celui qui était le vrai champion du multilatéralisme a été écrasé. Autrement dit, on a suivi Woodrow Wilson plutôt que Léon Bourgeois, et Woodrow Wilson n'a jamais eu une pensée multilatéraliste, mais simplement cherché the concert of powers, la concertation du pouvoir, cette logique de connivence, alors que Léon Bourgeois, dès le début du XXe siècle, il dit attention, le monde est en train de changer et l'instrument militaire n'a plus la pertinence qu'il pouvait avoir autrefois. Simplement, Clémenceau, qui n'a pas toute sa vie été un mauvais homme, détestait tellement Léon Bourgeois, parce qu'il avait peur que Léon Bourgeois se fasse élire président de la République contre lui, l'a écrasé et a laissé passer Wilson. Et c'est pour ça qu'on en est là. Bon, mais il y avait un autre Clémenceau, parce que j'aime pas écraser cet homme, un autre Clémenceau qui avait été capable quand même de baffer Jules Ferry, lui qui était un personnage odieux, lui qui disait que les races supérieures doivent éduquer les races inférieures. Quand on pense que cet homme est tout compté, ben dites donc, quand l'arrivée du maréchal Pétain, place du Panthéon, hein, et quand on pense qu'il y a des lycées qui s'appellent Jules Ferry et des adultes qui s'appellent Jules Ferry, voilà. Merci beaucoup. Alors, on réouvre aux questions. Oui. Donc bonjour, moi je suis Hugo Marché, élève en licence 1 de droit. J'avais une question, on avait parlé de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique, mais quelle est la place actuellement de l'Asie dans ce système? Là aussi, merci, parce que j'aurais dû en parler davantage, surtout que je reviens de Chine, donc j'ai toutes les images en tête encore. Lorsqu'est apparu le phénomène de mondialisation, il n'y a pas de date, hein, mais la mondialisation, c'est quelque chose qui va se structurer, je dirais, dans le dernier tiers ou le dernier quart, plus exactement, du XXe siècle. Il y a eu un phénomène auquel on n'a pas été assez attentif. C'est que il y a un État qui a pris la mondialisation au bon, qui l'a véritablement compris et qui a su en optimiser les bienfaits à sa faveur, c'est la Chine. Alors, on le doit à un personnage absolument époustouflant que l'on connaît mal. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette ignorance coupable, et qui est Zhou Enlai. Zhou Enlai, le premier ministre de Mao Tse-tung, qui, en 1955, lorsque se préparait la conférence de Bandung, où la Chine n'était pas invitée, hein, c'était l'Inde de Nehru, l'Indonésie de Sukarno, le Pakistan de Mohammad Bukha et le Sri Lanka, Ceylan à l'époque de Kotela-Wala. Et Zhou Enlai dit « je viens ». Et il dit « je viens parce que mieux vaut être premier dans le sud que second à l'est ». Mais il y avait derrière la démarche de Zhou Enlai quelque chose de très fort, qui consistait à dire la Chine a été exclue du monde pendant au moins un siècle de domination, ce que les Chinois appellent le siècle d'humiliation, et donc la mondialisation est en train de créer un contexte nouveau qui permet à la Chine de rentrer dans le système mondial. Et ça a parfaitement fonctionné. Et donc effectivement, la Chine est le grand bénéficiaire de la mondialisation, tant sur le plan économique que sur le plan sociologique, je dirais même presque aussi sur le plan culturel, même et sur le plan. Et du coup, évidemment, la mondialisation a démoli la géopolitique. Donc, il faut faire très attention.
Il n'y a pas un pôle asiatique, il n'y a plus de pôle. Hein. Les pôles, c'est fini. À part les pôles d'agneau, il n'y a plus rien. Hein. Ça n'existe plus. Donc, on est dans un système qui est complètement apolaire. Mais dans ce système apolaire, vous voyez se constituer des acteurs qui sont libres de toute alliance, qui sont libres de tout alignement, qui sont libres de toute contrainte et qui font leur marché dans la mondialisation. C'est ce que j'appelle un système international fluide. On arrive à créer les conditions d'une fluidité. C'est quoi les conditions d'une fluidité? C'est les conditions dans lesquelles on peut gérer de façon optimale les fruits de la mondialisation, sans contrainte ni d'alliance. La Chine, moi j'interrogeais mes collègues chinois pendant mon voyage en Chine, je dis est-ce que vous avez un mot pour alliance en chinois? Ils m'ont tous dit non, ça ne veut rien dire. Et en 4000 ans d'histoire, la Chine n'a jamais été l'allié de personne. Bon. Et donc, ça crée une vision beaucoup plus fluide des relations internationales, que j'appelle l'union libre diplomatique, et on change de partenaire. Ça marche. Le polyamour diplomatique est devenu un élément dont la Chine est le grand bénéficiaire. Vous savez, on dit beaucoup de bêtises, on dit l'opposition entre la Chine et le Japon. Bon, c'est vrai, hein, je ne dis pas qu'il y a fusion, mais il faut savoir que la Chine est en même temps le premier fournisseur du Japon, et que le Japon est le premier client de la Chine. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire. On dit que la Corée du Sud, c'est l'antinomie de la Chine, mais vous savez que les échanges entre la Chine et la Corée du Sud sont 50 fois plus supérieurs aux échanges entre la Chine et la Corée du Nord. Donc, il se crée des logiques, je dirais, opportunistes et pragmatiques d'intégration, des phénomènes de construction régionale totalement désinstitutionnalisés, totalement désinstitutionnalisés, qui donnent à la Chine un dynamisme sur la scène internationale que même le rival indien n'a pas, et qu'a fortiori les vieilles puissances n'ont pas, parce que les vieilles puissances ont peur de la mondialisation dans la mesure où ça les prive de leur monopole. Donc effectivement, le grand gagnant, alors c'est pas l'Asie ça n'existe pas, hein. C'est ce qu'il y a de commun entre le Yémen et le Japon. Bon. Mais en revanche, vous avez des modèles qui se constituent dans l'espace asiatique et qui viennent complètement bouleverser l'ancien ordre. Ce qui ne veut pas dire que la Chine est sans problème. Parce que le revers de la médaille, c'est que le modèle que j'ai décrit a conduit la Chine à réaliser le projet au bord, One Belt, One Road, c'est-à-dire la route de la soie, le Silk Road. Ça a été vachement coûteux. En même temps, la population est vieillissante à cause de la loi sur l'enfant unique. Et donc, la Chine est confrontée à des difficultés économiques importantes. Vous avez vu que pendant que j'étais en Chine, l'âge de la retraite a été repoussé de 2 ans. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Odilon, donc étudiant en première année de la double licence droit sciences politiques. Vous avez parlé tout à l'heure de la Palestine et donc des échecs de Netanyahou depuis le 7 octobre, à cause de la résilience palestinienne notamment. Cependant, je trouve quand même qu'il y a quand même une sorte de génocide, on peut le dire, mais surtout il y a la résistance est moins forte, puisqu'on voit quand même que les actions israéliennes arrivent quand même à prendre des territoires, à massacrer des civils. Donc c'est pas vraiment non plus comparable à l'Ukraine, je trouve. Alors d'un point de vue qui est sans doute très naïf, on peut se dire que c'est parce que la Palestine n'a pas forcément le soutien des Occidentaux, qu'il n'y a pas la même résistance. Donc j'aimerais savoir votre avis là-dessus et que faire en fait, que peuvent faire les relations internationales là-dessus. Oui, alors, vous savez, ce conflit dure depuis 76 ans. En 76 ans,
en 76 ans, l'État d'Israël n'a pas pu venir à bout de la résistance palestinienne. Qui quand même est en soi très évocateur. Premier élément. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que nous nous trouvons dans une logique qui est totalement, absolument asymétrique. C'est-à-dire vous avez une armée contre des combattants terroristes, disent les Israéliens, résistants, disent les Palestiniens, ça c'est un autre débat, et que dans ces logiques asymétriques, vous n'avez pas de marqueur de victoire. Vous n'avez pas de marqueur de victoire. C'est-à-dire, effectivement, vous dites prennent du territoire. Bah oui, une armée, avec en plus toute la sophistication, y compris technologique dont elle dispose, est capable de contrôler un territoire. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant le contrôle du territoire, ce n'est plus le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire, à partir du moment où la résistance demeure, le contrôle du territoire, il est pour le moins aléatoire. Lorsque s'est produit cet affreux massacre du 7 octobre, je me suis plongé dans mes livres d'histoire et j'ai été lire tout un tas de documents sur un événement que vous ne connaissez peut-être pas et qu'il faudrait que vous travailliez, qui sont les massacres de Constantine en 1955. C'est-à-dire qu'à Constantine en 1955, le FLN a fait à peu près la même chose que le Hamas le 7 octobre dernier. A massacré de manière particulièrement brutale, atroce, la population, notamment la population des pieds noirs algériens. Et le gouvernement de l'époque, le gouvernement français de l'époque, a réagi exactement comme Netanyahou, c'est-à-dire a envoyé son armée massacrer les populations révoltées. Alors, dans ces massacres, il y a eu évidemment des terroristes du FLN qui ont été massacrés, mais vous avez eu aussi des civils musulmans, comme on disait à l'époque, qui l'ont été également. Quel a été le résultat des courses, si vous me permettez cette expression malvenue? C'est un renforcement de la popularité et de l'insertion du FLN dans la population algérienne. Et les historiens disent la vraie résistance algérienne a commencé suite à ces massacres. Ce qui renvoie à cette logique de, encore une fois, de l'appropriation sociale. Mao Tse-tung avait cette formule qui est dire, le nouveau combattant, il désignait ces combattants non étatiques, ces résistants, entre guillemets, si vous voulez, doivent être comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire, ils se mêlent à la population. C'est bien qu'il y a une indifférenciation complète entre le militant FLN ou le militant Hamas et la population environnante. Parce que, tout simplement, c'est souvent de la même famille, des voisins, des amis, etc. Ça, dans une logique militaire hobbesienne, c'est pas possible, parce qu'une armée, c'est une armée, on distingue, il y a un uniforme, il est professionnalisé, institutionnalisé. Et donc c'est la fin du soldat, et c'est l'apparition du combattant. Et ça, vous ne pouvez pas arriver au bout de ça. Moi, je suis sûr que ce qui s'est passé hier avec ces fameux beepers va renforcer la popularité du Hezbollah au Liban. C'est mécanique. Alors, comprenez bien, j'ai mes convictions profondes, d'ailleurs je pense que vous avez plus ou moins deviné, mais là je ne juge pas, je ne dis pas si c'est bon ou c'est mauvais, je constate que c'est comme ça que ça se passe. De même qu'en Nouvelle-Calédonie, plus vous cognez sur les Kanaks, plus vous allez créer de la résistance kanak. C'est mécanique. C'est bien ou c'est pas bien, ça c'est pas mon sujet. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le professeur, je suis maître de conférence en sciences politiques. Et je voulais vous remercier tout d'abord de cet exposé extrême d'une très grande richesse qui amène à penser
réfléchir. Et en écoutant votre réponse à cette... J'aurais eu tout un tas de choses à discuter avec vous, mais il n'y a pas du tout le temps. Mais en écoutant votre réponse à cette dernière question, j'ai pensé à une théorie, puisque moi j'ai travaillé pas mal sur les questions de maintien de l'ordre, de guerre révolutionnaire, etc. Une théorie donc de la guerre révolutionnaire qui s'appelle la théorie des cercles et qui explique en effet, notamment d'ailleurs en utilisant le cas du Vietnam et le cas de la guerre d'Algérie aussi, que en effet l'utilisation de la force armée, notamment de la violence contre les mouvements de violence comment dire, sociaux, eh bien, entraîne le ralliement de certains cercles, non, puisque je parlais de théorie des cercles notamment qui auraient été éloignés de la résistance, donc entraîne ces mouvements, le ralliement de ces citoyens à la guerre révolutionnaire. Il me semble que cependant, c'est en tout cas mon idée, que là, on se place à un certain niveau lié à la théorie des relations internationales. On se place uniquement, finalement, au niveau qu'on appelle en général individuel et sociétal de l'explication, justement, des mouvements sociaux et des mouvements des relations internationales. Mais ne peut-on pas non plus, justement, si l'on prend le cas de la guerre d'Algérie notamment, se placer à un autre niveau, à savoir que dans le cas dont vous parlez des massacres de 1955, nous étions dans un état des relations internationales qui avait profondément changé, et notamment dans un domaine qui est celui de la puissance. Les Algériens qui se sont lancés sur les pieds noirs, les Français d'Algérie à ce moment-là, etc., savaient parfaitement qu'en 1955, la France n'était plus une puissance suffisamment importante sur le plan international, et ils avaient vu, ils avaient vu défiler les Américains, ils avaient vu sous leurs yeux se passer. Ne peut-on pas émettre aussi l'hypothèse que, justement, le jeu de la puissance et les mouvements du jeu de la puissance, cette fois-ci, on pourrait dire, là, on passe à un plan réaliste, a aussi une importance pour l'explication de ce type de phénomène, de guerre révolutionnaire et donc de mutation, finalement, de la politique. Merci. Merci beaucoup. Oui, là, on entre effectivement dans un débat extrêmement intéressant. Objectivement, la puissance a échoué partout, c'est-à-dire même chez le plus puissant. Les États-Unis, j'ai énuméré tous les échecs de la puissance américaine. Mais comme vous, cela me conduit à considérer que le vrai espace de recherche, c'est la subjectivation de la puissance, c'est-à-dire l'auto-évaluation qu'on fait de sa puissance. Là, vous avez tout à fait raison. Étant, hélas, plus âgé que vous, j'ai gardé un souvenir très précis du contexte de l'époque. À la fin des années 50, au début des années 60, tout le monde considérait que la France, tout le monde en France considérait que la France pouvait battre le FLN et conserver l'Algérie. Le pari du général de Gaulle lorsqu'il a lancé le référendum sur l'autodétermination était un pari extrêmement scabreux parce qu'il allait contre cette tendance de l'opinion publique qui était exprimée par le même général de Gaulle quelques années précédentes, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de la guerre d'Indochine, où il était persuadé, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, que la France étant plus puissante, elle allait gagner. Donc la nouvelle équation, et ça effectivement c'est très important de dire, c'est pas quelle est votre puissance, c'est quelle confiance vous avez en votre puissance. Et lors du fameux forum d'Alger du 13 mai 1900, c'était 3 ans, tous les Noirs qui étaient là rassemblés, criaient Algérie française, parce qu'ils avaient la conviction que le général de Gaulle allait pouvoir justement garder l'Algérie France, et que deuxièmement, la puissance
puissance ne pouvait pas être mise en échec par ses va-nu-pieds. Et on retrouve, et c'est pour ça que j'ai fait cette les mêmes éléments de discours chez Netanyahou aujourd'hui que l'on trouvait chez les responsables français en 1955. De même, il semblerait maintenant que le gouvernement Netanyahou, averti de ce qui allait se passer le 7 octobre, n'ait pas cru que c'était possible parce qu'ils ne croyaient pas en la puissance d'eux. Ils sont incapables de faire ça. Donc, cette subjectivation de la puissance crée des anticipations qui sont mortifères. Alors, je crois que c'est intéressant parce que le général de Gaulle avait rencontré Eisenhower, avec qui il avait une certaine d'armes. Et là, nous sommes en 58-59. Le général de Gaulle vient de revenir au pouvoir. Eisenhower est le président des États-Unis. Et il a cette fameuse phrase, il dit à Eisenhower, « Vous avez la puissance, nous ne l'avons plus, et donc nous devons rechercher la grandeur. » Et ça, il y a eu cette tentative de substituer l'idée de grandeur, intraduisible en anglais, c'est d'ailleurs significatif, substituer cette idée de grandeur à cette idée de puissance. Et De Gaulle savait, effectivement, probablement d'ailleurs traumatisé par juin 1940, savait que la France n'avait plus la puissance, a essayé de jouer la carte de la grandeur. Et la carte de la grandeur, ça l'a amené à se doter de l'arme atomique, ça l'a amené à sortir de l'OTAN, ça l'a amené au discours de Phnom Penh, ça l'a amené au discours de Québec, du Québec libre, qui était le discours de Montréal d'ailleurs, ça l'a amené à prendre une position autonome en 1967 sur le conflit israélo-palestinien, mais finalement ça n'a jamais débouché. Ça n'a jamais débouché, parce que la grandeur n'était pas un substitut à la puissance, de même que le soft power inventé par John Nye à la fin de la guerre du Vietnam comme substitut à un hard power qui était mis à mal, n'a jamais débouché sur une relance de la politique étrangère américaine. Donc je crois que la cause est perdue. Bonsoir, Catherine Brosse, je suis professeure d'économie et j'ai un intérêt particulier pour l'Inde, pour tout vous dire. Pardon ? Pour l'Inde, l'économie indienne. Ah oui, pardon. Et alors je voulais vous entendre parce que vous dites qu'il y a une disparition de la compétition, de la concurrence entre les États, mais comment expliquer à ce moment-là la résurgence d'une doctrine ou d'une rhétorique très suprémaciste en Inde, en Chine et dans une certaine mesure aussi en Russie ? Comment est-ce qu'on explique qu'à ce moment-là, parce que là, effectivement, il y a une concurrence qui est clairement exprimée de suprématie, en fait. Alors, justement, merci beaucoup. C'est un point très important là, que je n'ai pas abordé. Il y a une quatrième vague d'identitarisme dans l'histoire de l'humanité. Hein. Il y a eu une première vague à la fin du 19e. Il y a eu une deuxième vague pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu une troisième vague au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il y a une quatrième vague qui est véritablement structurée, non pas par l'esprit de compétition, mais par l'esprit de rétraction face à ce que risque de porter la mondialisation. Le dénominateur commun de ces nationaux populismes, et vous avez raison même d'employer le terme de suprémacisme, c'est un réflexe de défense face à la mondialisation et l'universalisme. Alors, c'est particulièrement fort dans les pays qui sont meurtris par la mondialisation, les États-Unis, dont je pense que ce sont les premières victimes de la mondialisation. Je vous renvoie à ce magnifique livre que vous connaissez certainement sur l'économie américaine, qui est l'ouvrage de Branko Milanovic, où il l'explique extrêmement bien. C'est l'Europe, et l'Europe a une peur panique de la mondialisation. Et d'ailleurs, écoutez, les spécialistes de l'extrême connaissent infiniment mieux que ça, comment se structure le discours de l'extrême droite aujourd'hui,
autour de la stigmatisation de la mondialisation. C'est très très intéressant, c'est le mot-clé. En Inde, c'est exactement la même chose. Alors évidemment, le cas indien est intéressant parce que vous avez une forte minorité qui donc permet d'exacerber l'identitarisme majoritaire, parce que la peur est double. Il y a la peur de la mondialisation, puis il y a la peur à l'intérieur de l'espace national d'être submergé par un groupe que l'on construit comme extérieur. En Europe, c'est exactement la même chose, et vous avez même en Afrique, à l'occasion des putschs militaires, une réactivation de ce national-populisme qui, effectivement, n'exprime pas un retour à la vieille compétition, mais exprime une attitude de rétraction face à une mondialisation dont on a peur. La Chine, c'est un petit peu différent, parce que la Chine, jusqu'à maintenant, ça va peut-être changer, n'a pas peur de la mondialisation, mais la Chine essaye de mener deux politiques, elle est amenée à produire deux politiques à la fois. Une politique mondialiste dont elle sait qu'elle peut retirer des avantages, et une politique impériale dans son espace régional. C'est-à-dire que la Chine, elle est identitariste et nationaliste dans l'espace de l'Asie orientale. Ailleurs, pas du tout. Et c'est sa supériorité par rapport à nous. Je peux vous raconter une anecdote, un dialogue que j'ai eu, alors pas cette fois-ci, mais la fois précédente, avec un collègue chinois. C'est un petit colloque où il y avait des politistes américains, japonais, français, donc, et chinois. Et nous, on parlait, comme je fais, là, d'ailleurs, et les Chinois disaient rien. Alors moi, ça m'a agacé, j'ai dit, mais vous, quelle est votre vision des relations internationales? Et mon collègue chinois m'a fait cette réponse très révélatrice, il m'a dit, écoute, la différence qui est entre toi et moi, c'est que toi, tu crois en Dieu, moi, j'y crois pas. Donc toi, tout ce que tu crois, tu veux l'universaliser. Parce que le propre de la croyance en Dieu, c'est le messianisme et donc l'universalisme. Moi, pour moi, tu n'es pas chinois, c'est dommage pour toi, je le regrette, mais ça m'est complètement égal. Et je ne chercherai jamais à faire de toi un chinois. Alors que toi, tu veux faire de tous les êtres sur Terre des copies des Occidentaux. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une posture, paradoxalement, la posture de l'indifférence à l'homogénéité est extrêmement fonctionnelle quand on a une politique de mondialisation. Parce que ce qui est le plus détesté par les acteurs dans la mondialisation, c'est d'être dominé, converti, transformé par celui qui domine. Et la facilité relative de la Chine en Afrique par rapport aux pays occidentaux, c'est ça. D'ailleurs, vous restez comme vous êtes, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous vendre des trucs et vous acheter des trucs. Voilà. Bon. Donc, il faut voir que cette réincarnation identitariste n'est pas un identitarisme de conquête, c'est un identitarisme de protection. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir prendre une dernière question. Bonjour, ça marche? Okay. Eloane Mérion, étudiant de la double licence droit Sciences Po. Vous parlez des différentes défaites militaires, donc états-uniennes et plus largement de toutes les puissances militaires, donc des nombreuses défaites. Vous nous expliquez aussi que les conflits interétatiques disparaissent un à un. Est-ce que donc dans le nouvel ordre mondial, on ne risque plus jamais de connaître de grands conflits interétatiques, militaires évidemment? J'ai pas dit ça. Justement, en répondant à la question de Nathalie Duclos, j'ai dit presque le contraire, c'est-à-dire que les princes, ils restent fidèles à leur logiciel, et c'est la raison pour laquelle on voit ces conflits réapparaître. Mais les dynamiques sociales qui viennent d'en bas, j'aime pas cette formule, mais enfin elle est brevetée par la science politique, les conflits qui viennent d'en bas, eux, nul ne peut les arrêter. Donc, on est, comme dirait quelqu'un, dans une logique du en même temps. C'est-à-dire, vous avez de vieux conflits qui sont attisés par les princes qui nous gouvernent, et vous avez de très nombreux conflits intra-étatiques qui viennent des dynamiques sociales et contre lesquels les princes ne peuvent rien.
Alors, ceci étant, on peut, pour terminer, glisser vers des perspectives plus optimistes. C'est-à-dire que, vous avez remarqué, il n'y a plus de bataille décisive, comme dit Clausewitz, on ne gagne plus les guerres, on les perd plus, non plus véritablement. Les États-Unis se retirent. C'est le jet de l'éponge qui met fin à la guerre, c'est plus la victoire. Il n'y a plus de victoire. Trouvez-moi une victoire depuis 1945, pourrait pas, elle n'existe plus. Bon, et donc, c'est très coûteux. La guerre classique interétatique, elle a, aux yeux de princes qui sont encore au XIXe siècle, des vertus, mais ils s'aperçoivent que c'est de plus en plus coûteux. Je pense quand même que Poutine, il doit se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix le 24 février 2022 ? Ça me coûte extrêmement cher, ça me met dans une impasse. Et donc, la lueur d'espoir, c'est que la guerre que je vous ai présentée au début de cette conférence comme étant fonctionnelle, apparaissent de plus en plus comme coûteuses, sinon dysfonctionnelles. C'est l'espoir qu'on peut avoir. Ceci dit, méfiez-vous en sciences politiques de la rationalité. Généralement, les gens sont plus dingues que stratèges, donc ça reste aventureux. Donc je me garderai bien de vous dire la guerre c'est fini. De toute façon, comme vous voyez, il y a d'autres formes de violence qui apparaissent, mais je pense que l'équation est nouvelle et on est amené de plus en plus à prendre en compte ces nouvelles équations. Merci infiniment, cher collègue Bertrand Badi, pour cette très belle conférence et réponse aux questions de nos étudiants. Peut-être un très bref mot de conclusion. Je voudrais remercier à nouveau la faculté et en son nom le doyen ici présent, Julien Bourdoiseau, d'avoir soutenu cette initiative, d'avoir ouvert un petit peu les portes de cette entrée universitaire à une conférence transversale qui dépasse et le droit et la géographie et l'économie. Donc, je trouve que c'est très enrichissant pour tout le monde. Merci aux collègues qui se sont déplacés, merci aux étudiants ici présents et merci à vous encore une fois de vous être déplacés jusqu'à nous avoir appelé peut-être et appeler nos étudiants à avoir un regard rigoureux, exigeant et curieux sur le monde. Je crois que c'est tout ce qu'on peut leur demander et souhaiter pour aussi la suite de leurs études. Donc merci infiniment à tous. Merci beaucoup.